D'abord, je dirais deux choses. Je remercie Nicole Gnesotto parce que c'est exactement ce que l'on voulait. Parce que pour se définir une ambition, il faut montrer qu'il y a un défi majeur, qu'il y a une question de survie. Et vous nous avez aidé à comprendre que la solidarité est un enjeu majeur et que cela ne va pas de soi. Donc ça nous oblige à être plus intelligents que jamais. On a fait un colloque à Cerisier avec Sylvain Allemand que nous avons publié sous la forme « Le développement durable, c'est enfin du bonheur ». C'est-à-dire que plus le problème est difficile et plus on arrive à mobiliser des intelligences pratiques et autres, plus c'est du bonheur que de pouvoir... Donc on place la barre haut et vous nous avez aidé à prendre conscience de ce défi fantastique, survie existentielle, vaincre le laisser-faire. Et vous avez vu, heureusement, qu'à côté de vous, il y avait déjà des gens qui avaient relevé cette idée de ne pas accepter le nécessaire. Alors, le laisser-faire. Alors, c'est vrai que moi, je me trouve dans une position particulière, puisque la prospective du présent que je développe fait un parti pris d'optimisme méthodologique. Le parti pris d'optimisme méthodologique, ce n'est pas de la naïveté. Et c'est de dire peut-être qu'il faut mieux voir les trains qui arrivent à l'heure que les trains qui arrivent en retard. Il faut mieux peut-être faire un autre journal à 20h que ce que nous entendons toujours. C'est qu'il y a des tas de choses qui marchent dans la société, des tas d'initiatives, des tas d'engagements, mais que ça n'intéresse personne. Donc portons l'effort sur la mise en place et la visibilité de signaux faibles, etc. Donc partir de cette intervention, que je ne résume pas parce que vous l'avez tous entendu et qui était claire et précise, et poser des questions prospectives. J'en poserai deux, et les questions prospectives, vous allez me voir aujourd'hui et demain, je les commence toujours par deux formules, l'une ou l'autre. La première, c'est une formule qui commence par « et si », et la seconde, c'est une formule qui commence par « jusqu'où ne pas ». La première, c'est constatant un dysfonctionnement majeur. Voilà. On se dit, et si finalement, prenant conscience de ce dysfonctionnement, on essayait d'inverser la logique pour en tirer la force nécessaire, l'énergie nécessaire, l'intelligence nécessaire pour rétablir la situation. On va en trouver tout à l'heure des exemples, et je vais vous en donner deux à la lecture. Mais d'ailleurs, il y en a un qui figure même dans l'article de Nicole. Je n'ai eu qu'à le retranscrire. Et si, de ce désordre mondial, pouvait surgir, sous le coup de défis globaux ou de catastrophes majeures, une nouvelle forme de rationalité, j'ajouterais de nouvelles formes de solidarité, une nouvelle tentative de réguler, tant bien que mal, les forces centrifuges qui éclatent aux différents coins du monde. Et j'ai eu envie de rajouter tout à l'heure en l'écoutant, et si la relativité nouvelle de l'usage de la force était une opportunité assez extraordinaire pour essayer d'envisager de nouvelles formes de relations internationales fondées davantage sur le dialogue et la coopération. Évidemment, ce sont des futurs souhaitables. Les futurs souhaitables, notre travail, c'est d'essayer de voir s'il y a déjà des signaux faibles qui les mettent en œuvre, de voir comment on peut les rendre visibles. Et puis surtout, vous avez posé la bonne question, et nous ne savons pas les réponses, nous posons les questions, c'est comment les monter en généralité, comment faire que ça ne soit pas que des signaux faibles et des expériences extrêmement positives, mais qui n'atteignent pas les effets d'échelle. Alors, au niveau mondial, au niveau des tendances lourdes, rien ne laisse à penser que les choses peuvent aller mieux. Mais peut-être qu'il y a des signaux faibles à regarder. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire en redescendant au plus près des situations concrètes. Yves Citon, dont je vous conseille la lecture de l'ouvrage sur l'écologie de l'attention, nous dit qu'il faut troquer le télescope interplanétaire qui induit le catastrophisme pour le microscope noologique qui autorise cet optimisme méthodologique et qui est capable de saisir ce qui se passe en nous lorsque nous entretenons une relation avec tel ou tel élément de notre milieu et qui nous contraint à des efforts pour déployer cette intelligence collective que j'appelais ce matin de mes voeux.
Alors pour ça, il nous semble que l'approche territoriale, conjointe à l'approche rétroprospective que nous avons utilisée ce matin, elle est essentielle pour forger une nouvelle vision du volontariat, car parfois il semble que les volontaires, dans les entretiens qu'on avait eus, accordent plus d'importance au choix de leur mission qu'à celui du pays, et que souvent ils vont dans certains pays sans avoir une connaissance fine et actualisée des sites d'intervention. Donc là, nous avons fait un effort. Plusieurs entretiens ont été engagés dans 4 pays, dans différents continents, au Cameroun, au Maroc, au Pérou, aux Philippines. Et on va essayer de vous en rendre compte. Ce sont des coups de sonde, il n'y a pas de généralité, d'exhaustivité, mais ils ont le mérite de manifester une très grande variété de situations qui permettent de prendre conscience des mutations qui sont en cours sur différents terrains et des pratiques actuelles de volontariat qui se développent. Alors, pour structurer la restitution très riche de Lucien Cousin, nous nous sommes efforcés de choisir 5 questions que je vais lui poser, 5 champs, et à partir desquels il va à chaque fois répondre ou développer sur l'expérience dans les 4 pays. Et comme certains autour de la table ont aussi une expérience de ces différents pays, peut-être que Stéphanie, notamment sur les Philippines, ou pourra ajouter des éléments. Alors, la première question, elle est très générique. C'est finalement tous ces pays offrent une large palette de situations. Et le concept de situation en prospective du présent est très important parce que c'est dans des situations que nous agissons, des situations spatio-temporelles, des situations qui ont à la fois un aspect générique sur les populations, un aspect territorialisé, contextualisé. Et on a dit que finalement, ces différentes situations, au niveau géographique, au niveau démographique, vous l'avez évoqué, économique, socio-culturel et politique, à ces différentes situations correspondent des formes de volontariat très diversifiées, avec des actions d'aide, d'assistance, de partenariat qui se développent selon des modalités différentes. Celles-ci sont très largement dépendantes des héritages historiques et culturels et de la nature des liens que la France a entretenus jadis avec ces pays d'accueil, attitude de soutien, de dépendance, de colonisation, de conflit, et ce qui imprègne encore très largement les représentations. Il joue aussi des rapports qu'on a évoqués ce matin et que vous venez de reprendre entre les pouvoirs publics et les sociétés civiles, ainsi que la place qu'occupent les religions. Selon les cas, le volontariat n'a pas la même fonction, n'intervient pas dans les mêmes domaines, n'exige pas les mêmes compétences, mais conjugue de manière spécifique développement individuel, intervention sur le terrain et engagement sur des valeurs universelles. Donc, Lucien, sur cette première question. Je dois dire simplement, préciser sans entrer dans les détails, nous n'avons pas fait un échantillon, comme ça a déjà été dit ce matin, mais nous avons choisi des diversités géographiques par pays. Et juste un mot pour dire que dans chacun de ces pays, c'est pareil, il n'y a pas d'échantillon, mais il y a une diversité d'une dizaine, d'une douzaine de personnalités, toutes nationales du pays. Du moins, ce sur quoi nous nous appuyons maintenant, Edith et moi, ce sont des autorités, des engagés, des responsables, des militants de ces pays-là. Voilà, je voulais quand même préciser ça, de qui nous parlons, parce que mon but, et je ne sais pas si je vais y arriver, je concentre beaucoup, et je voudrais respecter l'esprit et même la lettre, parce que je vais vous faire des citations de tous les entretiens que nous avons eus, qui, je le signale, ont tous été enregistrés. Et nous avons près de 200 pages de verbatim. Et donc, pour être très précis, très près de la vérité. Le but étant de recueillir avec le plus d'authenticité possible ces témoignages. Sachant que nous ne sommes pas dupes, nous avons tous des rôles, des personnages, nous projetons sur l'autre. Ça m'est arrivé vis-à-vis de mes interlocuteurs, et moi aussi, certainement. Bref, alors on avance. Cette composition géographique, vous avez vu les 4 pays, je n'ai pas besoin d'y revenir, sur 3 continents, on cherchait cette diversité. Pour rentrer, mais avec quelques traits seulement, les situations globales. Là, ce n'est pas les entretiens, on a consulté quelques papiers. Et dans la richesse nationale, le PIB par habitant
les 4 pays, vous avez ces tableaux, non celui-là, c'est l'indice de développement humain, mais le PIB par habitant, c'est très simple. Au Cameroun, 1, ça veut dire 1000 dollars par an par habitant, c'était les statistiques de 2010. Si on passe aux Philippines, quand on monte, c'est 2, en gros, j'arrondis. Si on passe au Maroc, eh bien, c'est plus de 4, 4,5. Et enfin, le Pérou, qui était plus haut en revenus PIB par habitant. Bon, ça vous situe ça. Mais évidemment, ce qu'il apparaît, c'est pas tellement ça. Le taux de croissance et le PIB ne suffit pas à caractériser la diversité. Comme le dit par exemple quelqu'un aux Philippines, que tu as dû enregistrer, les 7 ou 8% de croissance annuelle du PIB qu'on nous en a, ça ne change rien à la pauvreté des Philippines, c'est de la croissance exclusive, nous dit quelqu'un. Bon, alors voilà, il faut bien d'autres facteurs pour photographier la diversité des situations. Mais il y a des choses qui reviennent. C'est l'extrême irrégularité dans l'accès aux revenus, aux ressources, etc. En effet, les écarts de richesse qui se manifestent à l'intérieur de tous les 4 pays, sous des formes très différentes. J'en cite 2. Par exemple, l'accès au foncier. On a parlé d'agriculture ce matin, on a parlé d'urbanisation, mais c'est toujours d'actualité. Au Pérou, aux Philippines, au Maroc et au Cameroun. Et partout, il y a des gens qui vous disent qu'il y a de l'accaparement, soit par les multinationales, soit par nos élites locales, etc. Aux Philippines, je crois qu'il y a carrément une oligarchie foncière, etc., etc. Donc ils ont posé dans les entretiens ça dans le décor comme étant une chose importante. Mais dans le cas du Cameroun, qui donc est un niveau de développement assez faible, carrément, on nous dit, vous savez, dans le secteur d'emploi formel, si tu n'as pas, je cite, de relations, tu n'as aucune chance d'y rentrer. Donc, tu croupis, si on peut dire, pas toujours croupir d'ailleurs, dans l'informel. Et au Cameroun, vous savez, il y a une fameuse expression, les sauveteurs. Qu'est-ce que c'est que les sauveteurs? C'est tous les diplômés bac plus quelque chose, qui n'ont pas trouvé de boulot dans l'économie pour laquelle ils étaient en principe qualifiés, et qui vendent à la sauvette, les sauveteurs. Voilà. Donc, en effet, il y a une grande diversité. Alors, Edith, je le sais, nous renvoie toujours la question, à un niveau de développement correspond-il à un type de volontariat? Moi, j'ai dit, c'est très difficile, mais vous allez nous aider à y répondre. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que même le ressenti du coût du volontariat, là, j'ai 2 ou 3 phrases, nous dit que, ben oui, il y a un ressenti très différent. Au Cameroun, on nous dit, mais le volontariat, c'est très cher. Le volontariat international, pour lequel il y a une petite contrepartie de demander par un organisme français, comme France Volontaire, que je cite au hasard. Mais pour nous, c'est très cher, c'est trop cher. C'est presque plus cher que le coût d'un revenu local. Par contre, aux Philippines, j'ai lu dans tes entretiens, au moins le volontariat, c'est vachement bien parce qu'on peut avoir des compétences, même internationales, pour presque rien. Tandis qu'au Maroc, par exemple, où on réfléchissait à l'instauration d'un projet de service civique, ils avaient bien le nôtre en mémoire, ils connaissaient le niveau de rémunération, ils disent « Ah non, 450 € par mois, on ne pourra pas. Ou alors, ça sera des nombres trop réduits, etc. » Donc, même sur ce plan très prosaïque, il y a de grandes différences. Alors, je passe très vite sur un autre point qu'on a annoncé, les rapports entre pouvoir public, société civile. Alors, on aurait pu dire, tiens, pourquoi on aborde ça? Eh bien, dans presque tous les entretiens, dans presque tous les pays, mais notamment au Cameroun et au Maroc, cette question est venue. Je résume d'un mot. Au Cameroun, ce rapport entre le pouvoir et la société civile, il est difficile. Il est plein de regrets. Je cite, « Quand l'État est parti au maquis, c'est le règne du chacun pour soi. » C'est une phrase. Ça veut dire que l'État n'est pas là où on voudrait qu'il soit pour animer, coordonner, etc. Mais en même temps, dans ce même pays, il s'en méfie énormément. On est là sous le règne de la méfiance. Si je passe très vite au Maroc, je dirais, alors ça c'est mes mots, espoir mais attente. En effet, il y a eu des évolutions, la Constitution, le droit des femmes, la place de la société, la décentralisation. Au Maroc, tout ça a bougé. Mais il y a encore énormément d'attentes. Il y a peut-être un peu de confiance pour que ça avance. On est peut-être en progrès, mais les gens attendent. Ils travaillent un peu ensemble, il y a des commissions, etc.
pour envisager, ou du volontariat, du service civique, etc. Alors, Philippines, on en a peut-être moins parlé de ces rapports État-société civile. Moi, j'ai lu qu'il y avait quand même de la méfiance à l'égard de cette oligarchie qui est au pouvoir, de cette élite terrienne. D'ailleurs, l'indice, j'ai pris un autre indice aussi de Transparency International qui montre que c'est pas bien placé. Il y a beaucoup de magouilles, de systèmes clientélistes, etc. Mais enfin, par contre, dans l'entretien que tu nous ramènes, eh bien, il y a une certaine satisfaction d'un service bien organisé du côté des pouvoirs publics pour les volontariats, ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Bien. Le Pérou, là, ils sont un petit peu sur un petit nuage, beaucoup d'années de croissance, et donc ils se jugent mondialisés, ils se jugent intégrés dans la société mondiale, et ils disent qu'il y a 70% de la population qui est dans les classes moyennes. Et on voit bien que là, c'est du volontariat, un petit peu de classe moyenne, qui s'en va en interne dans le pays, s'occuper un peu de ceux qui sont délaissés dans les régions de montagne, de forêt, etc. J'avance très vite, mais je pose quand même là une question, notamment à partir du Maroc et du Cameroun. On sent que ces sociétés sont en telle mutation, transformation rapide, qu'ils sont coincés entre des formes traditionnelles de solidarité. Parce que si on parle volontariat, naturellement, ils transcrivent solidarité sociale, cohésion sociale. Ils sont très malmenés, leur société traditionnelle, leur forme traditionnelle, aussi bien au Maroc qu'au Cameroun, et peut-être aussi, tu pourras nous en parler aux Philippines, ils sont torsadés entre les formes nouvelles, l'urbanisation, etc., destruction des liens traditionnels. Donc, quelle forme retrouver? Et ça, c'est un vrai défi posé à tous les volontariats. Je voulais quand même le signaler. La place des religions, évidemment, elle est importante dans les 4 pays, comme dans bien d'autres, mais à des titres différents. Au Cameroun, évidemment, c'est les chrétiens ensemble qui sont nettement majoritaires, 70%, les musulmans qui sont plutôt implantés dans le nord. Donc, vous voyez aussi les décalages religieux, géographiques, régionaux, tout ça est à gérer. Eh bien, là, c'est marrant parce que beaucoup reconnaissent les grands apports en termes de social, éducation, santé des églises, des réseaux d'églises. En même temps, ça n'a pas empêché certains de dire « Oui, mais parfois les hommes d'église nous déçoivent par leur propre comportement, par rapport à la solidarité, etc. » Et puis, il y a un débat, et il est peut-être intéressant de le signaler, il est au Cameroun, mais bien ailleurs. Dans ces couches de pauvreté, il semble bien que les églises dites réveillées, je cite l'expression là-bas, eh bien, je cite une phrase, « Ils vendent du miracle », nous disent certaines églises plus traditionnelles, enfin traditionnelles au sens historique. Et ils vendent du miracle et font leurs affaires sur la pauvreté des gens. C'est un point intéressant parce que, signaux faibles, dans quelques entretiens, j'ai aussi entendu le magico-religieux fait surface dans certaines enclaves de pauvreté, de déstructuration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sorcellerie, etc. On m'en a parlé, comme ça, spontanément. Alors, au Maroc, la religion, évidemment, vous l'imaginez bien, structurée par l'islam, mais dans les entretiens, il y en a bien un qui m'a dit « il y a plusieurs interprétations du Coran possibles ». Et d'autres qui m'ont dit « attention, si on fait du volontariat, des choses comme ça pour les jeunes, attention, maintenons la religion à distance ». Donc voilà, globalement, si vous voulez, toutes ces histoires de religion posent la question, et de l'instrumentalisation ou pas de la religion par des forces politiques. Au Cameroun, d'ailleurs, on a relativement apaisé la crainte de la dérive islamiste. En revanche, ils ont dit, elle est très forte et très menaçante tout autour de nous, de nos frontières proches. Donc, les religions, très puissants réseaux, mais attention, travaillent-elles pour l'ouverture, la tolérance, la collaboration et le rapport avec la laïcité, la sécularisation des sociétés est bien posé. Enfin, un dernier point, je vais être rapide.
qui nous a paru important de ressortir de ces entretiens, c'est la relation internationale du pays, dans les 4 pays, dans les 4 cas, avec donc l'international. Alors là, je fais deux enclaves, deux parties. Dans la relation régionale, les pays de la région, alors là, il y a une convergence forte qui nous dit on n'est pas assez reliés entre nous, il faut que ces solidarités plus régionales se montent et s'organisent entre nous, au Cameroun notamment. Il faut que ça change avec la mondialisation. Il y a beaucoup d'enjeux pour la paix dans la région. Là, je crois que c'est en écho à ce que vous nous dites, madame. Voilà. Au Maroc, c'est pareil. Beaucoup de regrets avec la frontière à l'Algérie fermée. Et il y en a qui m'ont carrément parlé de diplomatie non gouvernementale. Nous, les peuples, on pourrait peut-être tenter de débloquer les verrous que nos gouvernants ont mis entre nous. Et le Maroc d'insister considérablement sur l'enjeu régional, Maghreb, Machrek, etc. Et aussi avec l'Afrique subsaharienne. Ça, les Marocains y pensent beaucoup et voudraient bien faire évoluer dans la société civile, parce que tous mes interlocuteurs étaient surtout là. Voilà. Pour le Pérou, une attraction, un tropisme vers le Brésil, le mode brésilien de développement. Aux Philippines, c'est dans l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, avec d'autres, tu pourras en reparler si tu veux. Bref, le dernier point, c'est la relation Nord-Sud. Alors, on va y revenir sur un autre point, donc je passe très vite. Mais là aussi, il y a convergence sur la mise en accusation, enfin, le rejet de cet axe, de cette polarité Nord-Sud. Et là, peut-être on pourrait rediscuter en dialogue avec vous, quand vous dites l'Occident s'affaisse, on ne l'entend plus, on ne le voit plus. Mais les gens du Sud n'ont pas l'air tristes à cette perspective, au contraire. Alors là, on pourra rediscuter. Moi, c'est la tonalité que j'ai ressentie dans tous les entretiens. Regardez, au Cameroun, une expression que je vous lis. Un chercheur camerounais me dit « Le ménage colonial n'est pas achevé dans nos têtes ». C'est fort. Alors, peut-être ça va basculer, me dit-il. Mais le ménage colonial, ça j'ai retenu cette formule. Mais les gens commencent à comprendre que le salut ne réside pas seulement au nord. Et je peux vous prendre au Maroc, c'est à peu près la même chose, avec un grand remords, c'est que quand le Français entre, il a toute facilité d'avoir son visa. Quand le Marocain veut venir, il n'y a pas de réciprocité. Je termine donc là-dessus. Et on va enchaîner avec une deuxième partie. Deuxième question, restez là. Je vais juste la poser là parce que ça ne va pas être long. On va focaliser sur 2 points plus précis, la jeunesse et les mobilités migration. La jeunesse. La jeunesse, je dirais, c'est à la fois un problème et une solution. On a vu ce matin à quel point, finalement, solidarité, volontariat, c'était jeune. Et puis on s'est dit aujourd'hui, c'est à tous les âges. Mais revenons sur la jeunesse, parce que ça paraît, dans tous les entretiens, à la fois un problème et une solution. C'est les 2 faces d'une même question. Et c'est amusant que nos 2 jours se trouvent en même temps que le Forum mondial de la démocratie à Strasbourg, parce que les questions y sont posées. Alors un problème, dans la mesure où les jeunes se trouvent souvent dans des situations difficiles, qu'il s'agisse des jeunes les plus défavorisés, les jeunes des classes moyennes émergentes ou les jeunes diplômés qui peinent à trouver un emploi en lien avec leur formation. Et malgré les fractures qui sont existantes et qui sont majoritairement liées au diplôme, il y a un enjeu qui est très fortement partagé, mais qui se différencie selon les situations et le niveau de développement des pays, c'est la question de la formation et de l'emploi. La jeunesse, ça peut être une solution, dans la mesure où les jeunes, quelle que soit leur appartenance socio-culturelle, sont porteurs d'une dynamique de changement. Des solutions sont donc à trouver au sein de la jeunesse elle-même, en l'écoutant davantage, en lui donnant la parole, en l'associant à des projets. Et je pense que sur la question de la démocratie, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans les questions prospectives, on peut peut-être donner à la jeunesse une mission de réinventer certaines formes de démocratie qui sont d'un nouveau genre. Mieux formés, dans un contexte différent de celui des générations précédentes, ils manifestent une défiance vis-à-vis de la puissance publique. Ils ne sont pas nécessairement indifférents aux politiques, mais ça passe moins par le vote que par l'action et par les réseaux sociaux.
Donc, il faut les concevoir comme des individus indépendants capables de se mettre en mouvement dans le sens de l'intérêt général et de proposer des espaces permettant justement ces actions communes. Alors, je crois que vous avez, dans les 4 pays enquêtés, eu pas mal d'échos dont vous pouvez nous faire part sur cette question de la jeunesse. Oui, tout à fait, beaucoup d'échos. Évidemment, ça paraît normal puisqu'on parle de volontariat, on pense jeunesse, etc. Je crois qu'il y a un autre facteur, j'aurais pu le signaler tout à l'heure, c'est la démographie, la pyramide des âges. Ne n'oublions jamais ça, la puissance de la démographie, tout ce que ça peut nous dire. Et je note que dans les 4 pays, le Cameroun est encore à 2,5% de croissance annuelle de population. Les autres ont plus avancé. C'est dans ce qu'on appelle la transition démographique. Bon, je passe. Alors, comme le dit Edith, voyons les 2 aspects. La jeunesse problème, mais la jeunesse espoir. La jeunesse problème, alors au Cameroun, ça c'est clair, je vous lis, les préoccupations sont très fortes. La jeunesse, entre guillemets, est une bombe qui peut exploser à tout moment. Ils sont assez traumatisés, nos amis camerounais, parce qu'ils ont déjà connu des explosions il y a quelques années, etc. Pour un oui, pour un non, ça part. Alors, donc, les mots qui reviennent le plus souvent dans ce pays pour montrer le malaise avec les jeunes, la jeunesse serait désœuvrée, désemparée, inactive, abandonnée, méfiante. Alors, dans le pessimisme, je crois que je vais finir par battre... Enfin, nos amis camerounais vont nous battre. Mais ils ne disent pas que ça. Alors, on dit aussi... Nous avons l'impression, enfin les jeunes au Cameroun ont l'impression que la solution à leurs problèmes ne viendra pas des élites, pas des discours. Ils ont besoin qu'on les écoute. Et les gouvernants les prennent pour du bétail électoral. Ah, c'est fort. J'ai même dû faire préciser à mon interlocuteur de quel pays il parlait parfois, parce qu'il y a quelques consonances parfois. Pas pour le bétail électoral, mais les jeunes ont besoin qu'on les écoute. On leur donne une place. Bref. Et de souligner aussi, et ça il faudra qu'on y revienne maintes fois, l'école, l'éducation, ça commence là. Très important, ils nous disent ça partout. Il faut y revenir. Au Maroc, alors, ils expriment à peu près les mêmes choses, beaucoup plus atténuées. Je n'ai pas entendu l'expression « c'est une bombe ». Mais il y a des tensions, on le sait, ils ont été pudiques, mais le mouvement du 20 février, je crois, si c'est ça, en écho au printemps arabe, on sait que c'est chaud au Maroc aussi pour les diplômés qui sont chômeurs également là-bas, un certain nombre. Mais bon, peut-être un espoir quand même un peu plus évident là-bas, nous signalons quand même que les jeunes n'étaient pas très contents d'avoir une mobilité aussi réduite pour des questions financières et d'autres, de visa en particulier, on y reviendra. Au Pérou, on en a peu parlé, mais on a l'impression, en lisant les entretiens, que c'est un petit peu là une classe moyenne déjà qui est dans les études et qui fait du volontariat et lequel volontariat a un certain succès, semble-t-il. Donc cette jeunesse-là, plus favorisée, qui s'en va dans les régions les moins favorisées, les plus isolées. Voilà, aux Philippines, moi j'ai noté des phrases intéressantes. Si vous ne créez pas d'espace pour la flexibilité pour les jeunes, ils s'enfuient des contraintes. Et s'ils ne sont pas compris, ces enfants peuvent être envoyés au psychiatre. C'est une façon comme une autre d'exprimer les malaises de jeunesse quand ils ne sont pas écoutés, entendus. Alors, versant espoir, tout de même, il y en a, et même au Cameroun, bien entendu, où on me dit la jeunesse est consciente, est prête à s'engager. En zone rurale, par exemple, ils sont un peu mieux formés, un peu mieux informés, ils font bouger leur milieu. Mais ils doivent prendre conscience, dit-on, qu'ils ne travailleront pas dans la fonction publique. C'est pas ça l'avenir. On nous dit ça. On critique aussi un service civique qui existe au Cameroun, mais de manière très réduite, est très prise en main par l'État, ce qui ne plaît pas du tout à nos interlocuteurs de la société civile. Donc, eux, ils ajoutent, il faut respecter les jeunes, ce ne sont pas des enfants, c'est eux qui géreront la société de demain, cette génération veut avoir son mot à dire.
Tiens, quelqu'un a parlé du Burkina, là, il n'y a pas longtemps. Ça éveille aussi là, quelques échos. Au Maroc, je passe, mêmes aspirations, mêmes points positifs, avec des espoirs, là, notamment fixés avec l'action des collectivités territoriales marocaines. Il y a eu la décentralisation un petit peu qui avance, et avec des partenaires européens du Nord, etc. Ces échanges pour la jeunesse entre collectivités territoriales, tiens, voilà des connexions qui effectivement ont un écho intéressant. Voilà. Au Pérou, c'est intéressant, c'est une autre dimension. Le volontariat pour la jeunesse, c'est bien parce qu'ils sont idéalistes. Ils ont mais au bon sens du terme, justement, et ils apportent le dynamisme. Là encore, on cite la ville de Lima comme étant un pied pour les échanges à l'intérieur du pays. Alors, aux Philippines, on souligne le volontariat, bénévolat, c'est confondu là-bas, système un peu anglo-saxon. Il s'inscrit dans le cycle de la vie pour les jeunes, qui recherchent leur identité, qui ont besoin de remettre en cause les structures traditionnelles. Ça, c'est intéressant. Le capitalisme, ils n'en veulent pas. Ils repensent massivement les institutions du XXe siècle. Ils ont l'esprit d'entreprise. Ils aiment la liberté. Plein de mots intéressants à creuser, parce qu'on pourrait les penser contradictoires. Moi, je ne le crois pas. Voilà. Donc, les institutions du XXe siècle, qui craquent, qui ne collent plus. Voilà. Donc, alors, troisième question, troisième thème, rapide. Enfin, ma formulation, pas la... Mobilité et migration entre choix et contraintes. Donc là, on est dans un grand écart entre, d'une part, la mobilité affirmée par tous comme une valeur fondamentale des sociétés contemporaines, l'Institut pour la ville en mouvement, qui dépend de Fondation PSA, qui défendait l'idée d'un droit à la mobilité à introduire dans les droits de l'homme, les hypermobiles, et puis ceux qui sont les immobiles, qui sont contraints à résidence. Et notre Achille n'a pas pu obtenir son visa pour nous rejoindre ici. Donc la question des migrations, qui impose des limites au mouvement et des contraintes, notamment au regard de politiques d'immigration européenne, est à mon avis un enjeu tout à fait majeur, qui peut être là aussi un défi pour les volontaires, sur lesquels on reviendra tout à l'heure, d'autant qu'on a vu ce matin qu'on avait souvent relié volontariat et mobilité, et donc la condition qu'on puisse faire du volontariat est peut-être de pouvoir bouger dans les deux sens. Bien. Alors, commençons par le côté migration. Et moi, je pose la question, quand je suis parti à l'entretien, je ne pensais pas qu'on parlerait beaucoup de migration. Et on parle de volontariat. Mais j'ai quand même entrouvert la porte et il est arrivé plein de choses. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus passer à côté du phénomène migration quand on parle de volontariat, me semble-t-il. Alors, on va parler d'abord, si on parle migration, donc l'aspect que schématiquement on classe un peu plus contraint, un peu moins choisi, un peu plus forcé. Oui, alors évidemment, on va en parler surtout, encore une fois, au Cameroun et au Maroc. Alors, on va parler des mobilités, par contre, pour les 4 pays. Au Cameroun, la migration, mais c'est d'abord une migration intérieure. Et certains, je reprends une expression qu'on m'a dit, mais ce sont des exilés économiques. En effet, les motifs de cette migration à l'intérieur, rurale vers les villes notamment, eh bien, c'est une tentative pour améliorer les conditions de vie, pour apporter quelque chose à sa famille, me dit-on. Donc, en effet, les jeunes, notamment, sont poussés, sont incités, sont invités par les familles à partir. Alors, ça, c'est une donnée très importante. Il y a de la migration un peu moins contrainte, un peu plus facile peut-être, celle des étudiants et des travailleurs qui peuvent aller, avec une qualification, partir à l'étranger. Sur le continent notamment, n'oublions pas que c'est beaucoup plus important qu'intercontinental. Mais le Nord, alors la migration vers le Nord, au Cameroun, on m'a bien expliqué les séquences en me disant qu'il y avait une pression considérable, mais
que les jeunes plus démunis, pas préparés, ne pouvaient pas assumer. Donc c'était le statut de la clandestinité et de tous les risques que vous savez. Et on a bien sûr insisté sur le fait que la fermeture, c'est ce qu'ils disent, la fermeture des frontières européennes accroît le désir d'y aller. Ne dissuade pas, selon eux, mais accroît. Désir, puisqu'ils nous cachent quelque chose, il faut y aller. C'est bon. Et en effet, cette pression migratoire est accentuée au Cameroun, en particulier par ce mythe de l'Eldorado. Je cite, « Même comme SDF, je serais mieux là-bas que de rester au Cameroun. » On y ramasse l'argent par terre. Il y a encore ce mythe, en effet, bien vivant. Alors les responsables camerounais que j'ai rencontrés m'ont tenu, ils sont beaucoup plus lucides que tout ça. Ils disent, mais moi, quand je viens en Europe, je vois mes frères et mes cousins, dont certains sont dans un grave échec, mais l'échec ne peut pas être avoué. Je cite une phrase, il y a des échecs qu'on ne peut avouer. Si tu n'as rien, tu ne peux pas revenir sans te déconsidérer auprès des tiens. Alors voilà le nœud du problème. Et ils me disent, mais c'est une déperdition d'ailleurs pour notre pays, souvent de ressources humaines importantes, il faudrait qu'on fasse un travail, peut-être ensemble, de dépollution, m'ont-ils dit, des cerveaux par rapport à ce mythe de l'Eldorado. Et d'ailleurs, si la situation était meilleure au Cameroun, beaucoup de Camerounais qui aiment beaucoup leur pays reviendraient, nous dit-on. Alors, le Maroc, c'est un cas tout à fait intéressant et différent. Le Maroc, terre d'envoi de migrants, et maintenant, depuis un certain nombre d'années, terre d'accueil des migrants, notamment du sud du Sahara, qui viennent se buter là, à la frontière de l'Europe, comme vous le savez, Ceuta, Melilla, etc. Alors c'est intéressant parce que j'ai rencontré des responsables associatifs qui se bagarrent au Maroc pour défendre les droits des migrants clandestins du sud du Sahara. Voilà. Donc, c'est tous ces aspects un peu négatifs ou contraints, du moins, de la migration. Mais tout n'est pas négatif. Peut-être avant-dernière question, là. Recomposition des échelles spatio et temporelles. Finalement, c'est intéressant, cette question des représentations, là, du désir d'Europe et puis de cette Europe qui se devient amoindrie. Et on voit qu'on ne vit pas, comme vous le disiez pour Poutine, à la même époque dans les différentes régions. Alors l'idée, c'est dans un monde globalisé où les flux dominent sur les lieux, où les métropoles se développent quand même, parce qu'il faut sortir un peu de la campagne, une recomposition des échelles spatiales et temporelles est à l'œuvre. Alors d'abord, on a vu que l'international, Solidarité, fonctionnait beaucoup sur des coopérations bilatérales entre nations qui organisaient des échanges interculturels principalement nord-sud. Ceci s'est remis en cause plutôt dans l'idée de volontariat sur sud-sud ou au niveau de grandes régions, avec une volonté de réciprocité. Avec la mondialisation, donc il y a peut-être à considérer le volontariat aux différentes échelles, en tout cas du plus local au plus global. Et avec le numérique, le proche et le lointain n'ont plus la même signification. Donc il y a aussi une évolution des échelles temporelles. On ne vit pas à la même époque. Le temps n'est pas appréhendé de la même façon selon les cultures. En Afrique, on prend son temps. On vit au jour le jour, on n'anticipe pas. Il apparaît des distorsions entre les enjeux des interventions parce que la solidarité est un travail de longue haleine. Donc voilà, c'était une des questions, je pense, qui est importante pour notre vision du volontariat, construire une vision du volontariat prospective et élargie, c'est comment on recompose, comment on se lie, comment on comprend cet ensemble des échelles spatiales et temporelles, et en accordant aussi leur place, je le rappelle, aux réseaux sociaux. Oui, alors, bon, j'essaie d'être rapide. Il est certain que les échelles se modifient fortement sur cette fameuse polarité nord-sud. J'y reviens pas plus, mais il y a unanimité dans les 4 pays pour que les choses se revoient. Elles se revoient par la force des choses et ils semblent s'en féliciter. Mais alors, qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui monte? Eh bien, l'échelon régional en l'effet, l'échelon sud-sud. Et ça, je pense que ça aussi, ça fait écho avec cette déstructuration politique mondiale ou des tentatives de restructuration ou des conflits
à l'échelle régionale, et je crois qu'ils en sont très conscients. En tout cas, le Maroc, le Cameroun ont réaffirmé ça, eux qui sont quand même près des zones de conflit. Autre échelle qui prend du poids, je crois, c'est les collectivités territoriales. Alors vous allez me dire, peut-être que si on voyait ça de la France et des situations et budgétaires et politiques de nos collectivités, peut-être vous ne partagerez pas ce point de vue, mais ça a du succès. Visiblement, ça répond à un besoin. C'est cette fameuse coopération de territoire à territoire. Et on m'a cité au Maroc, aux Philippines, ailleurs, des exemples d'échanges de jeunes. Notamment, c'est assez lié à un public jeune. Chantier, etc. Année de césure, site pour les jeunes Australiens, etc. Mais de Casablanca, on envoie des groupes en France. Il y a une réciprocité aussi. Je passe très très vite, simplement pour dire que ces échelles-là, qui se remodèlent, qui se reforment, eh bien, dépassent le strict problème de la réciprocité dans les termes dans lesquels on avait l'habitude de raisonner un peu. On dit, ah oui, il faudrait un peu plus de réciprocité. Là, je crois que ça va plus loin, et je relève une phrase qu'on m'a dit. Le futur du volontariat, c'est qu'il doit se développer dans tous les sens et doit aujourd'hui aller de partout vers partout. Alors là aussi, c'est un changement de vision. Ce n'est plus l'axe et la polarité nord-sud, bien évidemment. Ça, c'est important. Voilà, autrement, les échelles temporelles, peut-être qu'on n'a pas le temps, on va passer. Mais vous pouvez conclure sur qu'est-ce que, finalement, ces diversités et ces changements, ça veut dire pour le volontariat. Et finalement, la grande question, que peut le volontariat à l'international face à ce désordre mondial ? Bon, là, je ne vais pas répondre totalement, ça serait dommage de On a couper. encore un jour et demi. Hein? Enfin, un jour. Oui, d'accord. Là-dessus, des entretiens, je crois qu'on peut regrouper 3-4 types de questions et de problèmes. D'abord, si on parle de volontariat, bénévolat, etc., y a-t-il d'autres formes de mobilité actuellement pour assurer ces échanges, cette construction plus mondialisée, etc., cette relation humaine? Eh bien, moi, ce qui m'a frappé dans tous ces entretiens, c'est qu'on a dérivé presque à chaque fois, enfin dérivé entre guillemets, du volontariat, c'était la question que je posais, on m'a parlé éducation, enseignement supérieur, on m'a parlé stage, et je vous assure que parfois j'ai fait repréciser. Vous me parlez de stagiaire ou vous me parlez d'envoi de volontaire? Ce qui veut bien dire que ce n'est pas innocent, ce glissement, non pas seulement sémantique, mais donc glissement entre études, stage, insertion, emploi, ça aussi, sans arrêt, ça revenait. Volontariat, insertion emploi. Faisons un volontariat, même un pré-emploi, un premier emploi aidé, proche du service civique d'ailleurs peut-être. Alors là, la question, c'est nos habitudes d'instituer le volontariat dans des cadres précis, est-il encore valable? Qu'avons-nous à faire avec les autres grandes modalités d'échange humain? Le monde étudiant en particulier, le monde des stages, etc. Comment ouvrir à une autre jeunesse que celle qui est dans des flux très restreints de volontariat? C'est la première question. La deuxième question, on l'a déjà un peu dit, plusieurs cadres de mise en œuvre de ces échanges de volontariat, appelons-les encore comme ça, eh bien, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, alors qu'on avait tendance à être donc sur de l'international, bilatéral, etc. Et là, les espaces nationaux ont toujours leur place, mais un national qui inclut le local et même qui permet à des locaux de plusieurs nations de se rencontrer. Ça, c'est des évolutions quand même qu'il va falloir suivre de près. Et certains entretiens l'ont dit, on l'a dit aux Philippines, on l'a dit, je crois, au Pérou, il faudrait mieux relier les volontaires internationaux aux volontaires nationaux.
Mais dites donc, est-ce qu'on ne devrait pas se poser, nous aussi, la question chez nous-mêmes, en France? Donc ça, c'est important. Deuxième cadre qui me paraît important, qui a été soulevé, les cadres supranationaux du volontariat. Et regardons les entretiens aux Philippines, c'est intéressant. On nous cite, avec beaucoup de compliments, l'expérience d'AVSO. Vous savez, cet organisme à l'origine anglais et qui a essaimé un peu partout. Et AVSO a su, semble-t-il, suffisamment se déconcentrer, se décentraliser de la Grande-Bretagne et a créé des plateformes de volontariat, par exemple dans le sud-est asiatique, ce qui fait que c'est intéressant. Les Philippines sont dans les 4 pays le seul qui a 400 volontaires internationaux grâce notamment à cette plateforme. Ça circule dans tous les sens, de partout à partout. Alors ça, c'est intéressant, mais il a été aussi cité le rôle des Nations Unies, les volontaires des Nations Unies. C'est pas anodin, c'est pas qu'une question de structure, c'est une question de valeur universelle. Comment on rejoint par ces plateformes-là le supranational, les grands problèmes mondiaux, paix, environnement, par exemple. Voilà, je crois qu'il faudrait que j'arrête là. Le dernier point quand même qui a été beaucoup, c'est les échelles un peu genre IPSI de ce matin, qui partent de toutes petites initiatives, voire même individuelles, et puis avec les nouvelles technologies qui prospèrent, ou avec des réseaux plus anciens. Et ça, donc, c'est une attention tout à fait particulière qu'on nous recommande un peu partout, parce que ça vient de partout, ça va partout. Alors comment on va gérer ça? Ça, c'est une autre affaire. Ah oui, un autre point, une autre tension entre institutionnalisé et liberté. Ça, c'est en tension aussi, un peu partout. Hein, on l'a bien vu ce matin, je passe, parce que IPSI, oui, initiative très micro, mais malgré tout, il y a besoin de comités, de commissions, d'outils. On est inguérissable là-dessus, il faut quand même, hein, voyons. Voilà. Alors, devant tant de diversité, j'avais mis quelle convergence, quelle valeur commune. Oh là, il y avait quand même une phrase extra. Tu me permets de la lire? Alors, pour conclure, ça vient des Philippines d'ailleurs. Prendre en compte, nous dit quelqu'un là-bas, l'humain et l'universel. Nous ne sommes pas complètement humains jusqu'à ce que nous ayons appris de toutes les cultures du monde, car notre humanité est plus large qu'un seul pays. Merci.